up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Moi, je suis d'une génération, j'ai 59 ans, j'ai grandi en province, à Lille, et contrairement à mon pédigré et mon ethnie d'origine, j'ai surtout fréquenté les Italiens. Et donc, avec les Italiens, forcément, on en vient à parler des Italo-Américains. Et comme j'étais déjà fanat de cinéma, Brian De Palma, je l'ai découvert la première fois au cinéma en 1980 avec Pulsion. Parce qu'il y avait cet immense acteur Michael Caine, il y avait Angie Dickinson, et c'était un polar. Et c'est la première fois que je découvrais le film de Brian De Palma. Et par la suite, il y a un autre film de De Palma qui est sorti, écrit par un scénariste, mais un des 5 meilleurs au monde, David Mamet. Et c'est l'adaptation de la série télé que je regardais quand j'étais môme, Les Incorruptibles. Et avec Kevin Costner, avec Robert De Niro. Et quand j'ai vu cette... Pardon ? Et oui, surtout, il y a Sean Connery. Et quand j'ai vu cette adaptation, et quand j'ai vu le film, je me suis dit, pourquoi on n'a jamais fait ça avec les... Comment dire ? Avec les Brigades du Tigre, qui était une série télé française qui a cartonné pendant des années. Et j'avais même écrit un scénario en vue d'en faire un film en partant de l'histoire vraie des Brigades du Tigre. Parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé dans mon travail, c'est mon pays, c'est la France, et c'est les histoires qu'il y a à l'intérieur de la société française et qui remontent au début du XXe siècle. Donc c'est au début de l'ère industrielle, c'est toute la période Première Guerre mondiale et ce qui vient après qui m'intéresse le plus. Voilà. Et les Brigades du Tigre, créées par un homme que j'ai toujours admiré historiquement, qui est Georges Clemenceau, qui était un homme politique de haute stature, avec aussi ses petits problèmes personnels, mais Georges Clemenceau, et je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire qui parle de la société française et de la création des premières, on va dire, de la police moderne. Parce qu'en France, les gens ne s'en rendaient pas compte, mais les policiers ne devaient pas, à la base, la police n'a pas été créée pour défendre les citoyens en France. Elle a été créée, on l'appelait la police des chemins de fer, pour que le pouvoir, c'était une police de mouchards qui allait dans les bistrots, qui se mélangeait aux gens et qui rapportait au pouvoir ce qui se passait dehors. Ça a toujours été l'esprit de la police. C'est seulement avec Clemenceau et la multiplicité des crimes atroces qu'on va commencer à créer une vraie police qui va s'intéresser à régler les problèmes. Donc pour en revenir à De Palma, quand je suis allé voir Pulsion, j'ai pris un choc. C'est la maestria de la mise en scène. Je crois me souvenir que les 5 ou 7 premières minutes, c'est pas un plan séquence, c'est du silence. Il n'y a que de la musique, il n'y a pas une ligne de dialogue. Et le film est envoûtant, puissant, et l'intrigue, elle est juste incroyable. Donc c'est comme ça que j'ai découvert De Palma. Et c'est vrai que en tant que Français d'une génération, je suis né dans les années 60, les metteurs en scène et les artistes auxquels je m'identifiais, comme mes camarades qui soient d'origine algérienne, marocaine, enfin, d'origine maghrébine ou qui soient d'origine italienne, on s'identifiait aux Américains parce qu'on n'avait pas de référent dans le cinéma français. Voilà. Donc on regardait plus des Italo-Américains, des Noirs américains ou des Jamaïcains comme Bob Marley que nos référents. Un des rares référents français, c'était Charles Aznavour. C'était Charles Aznavour parce que et ça a été, je le dis, Charles Aznavour il a une pléiade de fans d'origine maghrébine qui connaissent ses chansons par cœur. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui nous parlait de notre vie de prolo, de notre vie de pauvre, lui-même immigré. Donc le cinéma de Verneuil en France. Mais quand j'avais 20 ans, Verneuil, il avait déjà quasi terminé sa carrière. Donc De Palma était très important, comme Martin Scorsese était très important. Enfin, ils le sont toujours. Et moi, j'ai surtout appris à écrire et à réfléchir et à grandir grâce au cinéma américain. Dans le cinéma français,
Il y avait Henri Verneuil, il y avait Gabin, il y avait Delon, il y avait Ventura, il y avait Belmondo. Mais là, tu cites des cinéastes, les scénaristes. Est-ce qu'il y avait en France des scénaristes qui te sensibilisaient? Et aujourd'hui, surtout, est-ce qu'il y a comme ça quelques... Je sais que le storytelling du cinéma américain est très important pour toi, mais je t'ai jamais posé cette question par rapport aux scénaristes français. Est-ce que tu y trouvais comme ça il y avait comme ça des similitudes, pas des similitudes, mais en tout cas des référents peut-être? Oui, les scénaristes français, on avait Michel Audiard. Après, les autres, il faut savoir que dans le cinéma français, celui qui a le pouvoir, c'est le réalisateur. Quand j'ai démarré dans le métier, ma première commande, ça a été le diptyque sur Mesrine. Un prophète, à l'époque, quand je l'avais écrit, Jacques est parti pour travailler avec Thomas Bidguin sur l'adaptation du travail que j'avais fait avec mon camarade et ami Nicolas Peffailly. Et Thomas Langman m'avait proposé d'écrire le diptyque sur Mesrine. Et moi, je lui avais dit, écoute, la question est de savoir, déjà, on pose la question au producteur, comment tu vois Jacques Mesrine? Il me dit, moi, je le vois comme un héros. On va pas s'entendre. Pour moi, c'est une ordure. Et il me dit, oui, mais comment tu veux filmer une ordure? Je fais comme Scorsese l'a fait avec Raging Bull. Jack LaMotta, c'est quand même pas le boxeur le plus malin du monde, quoi. Tu vends ta ceinture de Coupe du Monde et t'arraches de champion du monde et t'arraches les diamants, alors que la ceinture elle-même vaut plus cher que les diamants qui sont incrustés dedans. Je fais, tu peux parler d'un personnage que tu n'aimes pas et être honnête avec lui. C'est tout ce qui compte, c'est d'être honnête avec lui. Mais moi, je ne veux pas faire ça. En plus, il avait un acteur très connu, dont je ne donnerai pas le nom, pour qui je ne voulais pas écrire. Voilà, il me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Moi, il m'a rien fait. C'est juste que j'allais pas voir ses films avant. Je vois pas pourquoi je vais écrire pour ce mec, quoi. Je vais pas passer mon temps avec lui. Et il me dit, mais qui tu vois? Je lui dis, ben, moi, je vois Vincent Cassel. Et il me dit, oui, mais Vincent, il a abandonné le projet. Je dis, oui, parce que les scénarios qui avaient été écrits, là, je balance, c'était le scénariste d'Amélie Poulain, qui était à juste titre. Le scénariste d'Amélie Poulain avait écrit sur Mesrine. Il avait écrit les deux films. Et moi, quand je les ai lus, j'ai dit, il est clair que ce mec-là, il n'a jamais rencontré un voyou de sa vie. Moi, j'ai grandi avec eux, donc je me disais, merde, en lisant, il m'a dit, Thomas un jour me dit, tu peux les lire, et Thomas Langman est quelqu'un, malgré sa folie, et les fous sont toujours plus intéressants que les cons, de toute façon. Thomas, on peut lui dire les choses cash. Il ne va pas se vexer. Et il me dit, qu'est-ce que tu as pensé des scénars? Je dis, tu veux que je te parle cash? Il me dit, oui. C'est de la merde. Il me dit, ah bon, il y a vraiment rien de bon? Je fais, si, l'instinct de mort, c'est le seul truc, le titre. Pour le reste, c'est de la merde. Et il me dit, ah putain. Il fait, mais moi, j'ai payé une fortune. C'est vrai qu'il avait payé une fortune pour ça. Parce que quand on a été le scénariste d'Amélie Poulain, ben, forcément, pour le projet suivant, ben, vous êtes à la hauteur du succès du film, quoi. Ça rime à rien, c'est pas sérieux, mais vous êtes Et ce qu'il avait écrit, c'était vraiment très mauvais. Et donc, il me dit, tu tiens à voir Vincent Cassel? Je dis, oui, moi, je n'écris que pour Vincent Cassel, parce que si je vais au cinéma voir un film sur Jacques Mesrine et qu'il y a Vincent Cassel en tête d'affiche et que moi, j'ai pas été impliqué dans le process, je vais aller voir le film. Je vais payer pour voir Vincent Cassel jouer. Et il me dit, et comme réalisateur, je fais, bah ça, il me dit, je vais te soumettre quelqu'un. Et 15 jours après, il m'appelle et il me dit, qu'est-ce que tu penses de Jean-François Richer? Et moi, Jean-François Richer, j'ai démarré à l'usine à l'âge de 16 ans. Bon, pas parce que j'étais plus con qu'un autre, c'est juste que j'aimais pas l'école, quoi. Donc, on m'a très vite dévié sur CAP de chaudronnier soudeur. Voilà, moi, j'ai redoublé ma 6e, j'ai redoublé ma 5e. Bon, on ne peut pas dire que j'étais vraiment un petit génie, quoi, ou un très bon élève, quoi. J'étais juste un branleur, quoi. Et on m'a envoyé en CAP de chaudronnier soudeur. Et après, on m'a dit, voilà, ça sera 1 semaine à l'école, 1 semaine à l'usine. Je lui ai dit, OK. Et un jour, Jean-François Richer, j'ai pas fait sa connaissance. Il y a un cinéma à Roubaix qui s'appelle le Colisée. Et j'entends parler dans la presse, parce que moi, j'étais fondu de cinéma, d'un premier long métrage qui a été financé avec des gains du casino. Tu vois, on n'est pas loin de Snake Eyes. Et Jean-François Richer, avec son ami Patrick Delisola, ils avaient gagné 150 000 francs.
Voilà. Et ils avaient tout mis dans un film en noir et blanc qui s'appelle État des lieux. Et quand je suis allé en salle le voir, en fait, c'est très drôle. On est début des années 90. Je suis allé jusqu'à Roubaix parce que c'était le seul endroit où on pouvait le voir. Et Patrick Delisola et Jean-François Richet étaient venus présenter leur film à Roubaix. Et je devais faire la salle, elle était aussi clairsemée, il devait y avoir autant de monde que dans la salle, parce que c'était un cinéma dans ces proportions-là, la salle de cinéma où ils diffusaient le film. Et des années après, on se retrouve à travailler ensemble sur Mesrine. Et quand je lui ai dit que je le connaissais, enfin que j'avais adoré État des lieux et que je l'avais vu à Roubaix, il m'a dit putain, parce qu'il parle comme ça, Jean-François, il dit putain, c'est le seul cinéma où on a fait une avant-première, c'est dans le Nord. T'étais dans la salle? Je fais ouais, j'étais dans la salle. Il me dit putain, tu te rends compte? Je fais ouais, je me rends compte. Et donc on a bossé, c'était ma première commande, parce que mon premier scénario original était vendu, donc il était entre les mains de Jacques Audiard, qui travaillait dessus. Et c'est la première commande pour un scénariste débutant de se retrouver sur ces deux films-là. Et Richet et Cassel et Langman se sont comportés comme des princes, mais d'une élégance, d'une classe. À aucun moment il y a eu une attitude à mon égard de bisu ou de mépris, sous prétexte qu'eux étaient depuis longtemps déjà dans le cinéma. Et ils ont été, mais d'ailleurs, je peux le dire plus facilement pour Jean-François. Vincent, je sais qu'il y a beaucoup d'estime et qu'on rêve tous, tous les trois, de retravailler ensemble. Parce que, bon, il vit sur la côte basque. Et Jean-François, on se parle régulièrement. Là, il fait une très belle carrière aux États-Unis. Hollywood n'arrête pas de lui proposer des films, dont un qui va être la suite d'un film magnifique américain que j'ai adoré. Et il va se retrouver, dans les mois qui viennent, une fois que le scénario sera finalisé, à diriger Jamie Foxx. Pour un mec qui a démarré avec 150 000 francs son premier long métrage, je dis chapeau. Donc Jean-François, on est restés amis. Il n'y en a pas beaucoup dans le cinéma. Heureusement pour moi, j'en avais déjà quand je suis arrivé dans ce business à 40 ans. Je n'étais pas venu dans le cinéma pour me faire des amis. Donc j'étais venu pour faire des films. Et j'ai rencontré les bonnes personnes. Et j'en ai quelques-uns maintenant, au bout de 20 ans dans le métier. Et Jean-François en fait partie, quoi. Voilà. Alors, on pourrait continuer éternellement. Mais je crois qu'il peut y avoir des connexions aussi avec quand tu découvres Snake Eyes, c'est à l'époque, c'est en 98. Est-ce que c'était déjà en 98 tu l'as découvert ce film ou un peu plus tard? Non, j'allais dès qu'il y a un film, nous on avait des marqueurs, les gars de ma génération, Scorsese, tu vas le voir en salle. Un grand auteur, par exemple, Blier, Tenue de soirée, Blier, c'est une valeur sûre, on va le voir en salle. Il y avait des films comme ça, puis il faut savoir que notre génération, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un film, on le trouve facilement en téléchargement illégal. Une série télé, on la trouve en téléchargement illégal, comme ça. Moi, j'ai des cousins dans le Nord, ils sont caristes, ils peuvent pas payer toutes les semaines, tous les week-ends, emmener leurs femmes, leurs enfants. Donc, moi, le téléchargement illégal, on va me dire, je vais fermer vos gueules, il y a déjà suffisamment de thunes que vous gagnez en faisant les films. Si les pauvres peuvent en profiter gratos, moi je dis ok, quoi. Donc moi je suis pour qu'il y ait un téléchargement illégal, parce qu'à un moment ça devient trop cher, quoi. C'est une place de cinéma. En plus, quand vous êtes en province, vous grandissez dans une ville de province, il n'y a pas des cinémas partout. Vous devez aller à l'île Centre, je parle de ma région, ou alors pour voir vraiment le film dans super conditions avec un immense écran, au Kinépolis, qui est du côté de l'Homme, près d'un centre commercial. Donc il y a des films qui ne méritent pas d'être vus en salle, c'est aussi simple que ça. Mais De Palma, on y allait. Voilà, De Palma. De Palma, direct. Non, là, ça je sais que là, je vais contre le truc, mais bon, on va commencer. Non, mais c'est très important cette histoire du prix de la culture. Ah oui, mais quand j'étais gamin, je lisais des comic books. Un comic books, ça valait 5 francs, c'est-à-dire moins d'1 euro. Aujourd'hui, je gagne ma vie très très bien. Je m'achète des BD à 25 euros. Aujourd'hui, un comic books, c'est 25 euros. Moi, ça m'a aidé. Les comic books m'ont aidé à écrire, à découvrir un autre univers que les grands classiques, que les romans, que les polars, que les pulps. Mais un gamin aujourd'hui, comment il fait pour se payer une BD
à 25 €. En plus de ça, je prends la série The Boys. Je suis un fan de Garth Ennis, qui est un immense scénariste de bande dessinée. The Boys, ils en sortent un tous les 3 mois. Ça coûte 17 €. Comment le gamin, tous les 3 mois, il sort 17 € dans un pays où les étudiants ont peine à bouffer? Alors bien sûr, on en revient au slogan des années 50. Entre le dernier Elvis Presley et un sandwich, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, Elvis. Moi, je choisis le plan séquence de Ok, Snake Eyes. désolé. Est-ce qu'on peut parler du plan séquence de Snake Eyes? Donc oui, téléchargement illégal, oui. Bon, alors donc, si j'ai bien compris, Snake Eyes, tu le découvres au cinéma et tu aimes beaucoup ce film. Alors, la première fois que j'ai vu Snake Eyes, c'était au cinéma. Snake Eyes, hein? Snake Eyes. Snake Ah Eyes. ouais, non, mais on parle De Palma, pas de le De Palma. film de Ferrara. Hein. On va rester sur... Non, ça, je suis pas allé le voir. Non, J'aime bien Ferrara, mais je suis pas allé le voir. Restons sur De Palma. Ok. Et donc, je reste sur De Palma. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais voir Snake Eyes en salle et je me suis un peu emmerdé. La première fois que je l'ai vu, en fait, le problème de ce film, aujourd'hui, je suis plus cultivé, plus intelligent que le gamin que j'étais en 98. Je suis pas devenu plus intellectuel, mais aujourd'hui, j'ai une analyse, ce que j'ai appris et tout ça. Et comment dire, la première fois que je l'ai vu, je me dis, je m'en fous. J'aimais bien, il y avait tout ce plan séquence qui est en fait un faux plan séquence, hein, De Palma l'a dit. Il t'avait impressionné à l'époque? Pardon? Ça t'avait impressionné le plan séquence à l'époque? Non. Parce que je sais pas si, enfin, il faut Moi, se souvenir mais il faut se souvenir qu'en 98, tout le monde parlait de ce fameux plan séquence. Non, ceux qui en parlaient, c'était les intellos du cinéma qui ont le temps. J'en parlais un peu, comme donc, toi, voilà, par qui ont une exemple, analyse intellectuelle, qui ont étudié l'image. Les bourrins comme moi qui payaient pour aller voir le film, ils y allaient parce qu'on leur avait dit il y a un mec qui se fait buter, il y a Nicolas Cage, et Nicolas Cage, voilà, il y a tout un... Et c'est Brian De Palma, bordel. Donc, nous, on n'analysait pas, on regardait le film, on le prenait dans la gueule, ou ça nous mettait vraiment une grosse claque, ou on s'en foutait un peu en sortant. Donc, il n'y avait pas d'analyse intellectuelle. Moi, j'ai jamais analysé intellectuellement un film. Mais aujourd'hui maintenant, quand tu le revois, ce film, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire dans sa construction narrative? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, du travail de David Koepp sur ce film-là, quand tu le revois aujourd'hui? David Koepp, pour commencer, c'est parmi le top 5 des scénaristes américains. David Koepp, ça blague pas, quoi. C'est du très, 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 très haut niveau. C'est quand même... voilà, il y a David Koepp, il y a Steven Zayan, il y a Eric Ross. Bon, c'est des vieux de la vieille, hein, c'est des mecs qui sont plus vieux que... Voilà, ils ont passé la cinquantaine comme moi, quoi. Donc, Eric Ross, c'est encore le plus âgé. Je crois qu'il doit être septuagénaire. Ces gens-là, c'est des tueurs. Il y a David Mamet, qui est devenu aussi réalisateur, cinéaste, brillantissime. Et donc, à l'époque, il n'y a pas d'information. Moi, quand je vois le film... J'y vais, mais je m'installe dans la salle bêtement en me disant je vais me prendre un Brian De Palma dans la tronche, puisque j'avais le souvenir de Pulsion. J'avais pas été explosé entre deux par Body Double, mais je vois toute la maestria. Et aujourd'hui, avec le recul et toutes mes lectures et comment je me suis nourri intellectuellement avec l'âge, j'ai compris plein de choses. Parce que sur le film, en fait, comme j'ai été fasciné par l'Amérique, mais pas fasciné, j'étais fasciné par l'art américain. C'est vraiment une société, excusez-moi de l'expression, et j'y suis allé plusieurs fois, c'est une société d'enculés. C'est... Sincèrement. Et du coup, sur le plan social, en plus j'y suis allé dans de très très bonnes conditions de confort. Mais c'est une société d'enculés. C'est un truc... une anecdote parmi tant d'autres, je vais à Los Angeles. Oui, mais enfin... Oui, je sais, j'oublie l'anecdote. Il faut qu'il participe un peu aussi. Et puis oui, j'ai au moins une image à te montrer. Parce que je crois que j'ai fait le deuil des 4 autres. Mais en fait, tout est là dans le film. Tout est là dans le film. C'est le fric, le casino, la représentation des femmes, et elle est voulue par De Palma, elles sont... quasiment les mecs là-dedans, le type avec qui elle s'enferme dans une chambre pour échapper à Gary Sinise, c'est un porc. Et tout est là. C'est-à-dire... Et
ce qu'il y a l'analyse que j'ai faite de ce film, et je l'ai faite aussi grâce à un journaliste comme toi qui est un spécialiste, c'est l'Amérique ne s'est jamais remise de l'assassinat de John Kennedy. Jamais. C'est un traumatisme profond. Il y a une scène dans le film d'Oliver Stone qui est un phare pour moi en tant que scénariste débutant, et dans le choix de ses films, dans laquelle on voit, c'est le film Nixon. Je ne sais pas si vous avez vu le film Nixon. Dans le film Nixon, on voit Anthony Hopkins qui incarne magistralement Richard Nixon, et il est dans la galerie des présidents où il y a toutes les toiles. Et à un moment, il s'arrête devant la toile que tout le monde connaît, qui est une toile peinte. C'est pas une photo, on voit Kennedy absorbé comme ça dans ses pensées. Et il le regarde, il regarde la toile, et il lui dit « Quand les Américains te regardent, ils te voient tel qu'ils aimeraient être. Quand ils me regardent, et c'était un type ultra corrompu, ils se voient tels qu'ils sont. » Là, je me suis dit « Waouh !» Le discours politique, aujourd'hui j'ai vu ce film, Snake Eyes, et en plus je l'ai revu quand tu m'as appelé, je dois être à plus de 60 fois. En fait, c'est le genre de film, il faut le voir plus de 60 fois pour en comprendre tous les mécanismes. De Palma a toujours travaillé sur la trahison et sur le pouvoir des images et sur les faux semblants. Ce qu'on vous montre, ça n'est pas la réalité. Et là, dans ce film, la référence à l'assassinat de Kennedy, c'est quoi l'assassinat de Kennedy? C'est la mort d'un président en direct à la télévision avec un film de 72 secondes de Zapruder dans lequel on a 1 demi-million d'individus qui sont témoins. On n'a que des témoins oculaires et aujourd'hui, personne n'a la même version. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des condamnés à mort qui sortent du couloir de la mort grâce au test ADN. Parce que les témoins oculaires, c'est un flic qui m'a dit ça à l'époque où je travaillais sur Braco, c'est de la merde. Et il y a un film japonais de Kurosawa dans lequel 4 mecs assistent à la même scène et tous les 4 ont une version différente. C'est extraordinaire. Les témoins oculaires, comme me l'a dit Secondé, c'est de la merde. Ce qui est le seul truc qui compte, c'est la vidéo. Et on voit, et le dispositif que met en place, le dispositif visuel que met en place Brian De Palma est truffé de clins d'œil à l'affaire de John Fitzgerald Kennedy. Il dit, par exemple, à un moment, Garrison Eyes, il y a une caméra qui est en forme d'œil, qui se promène comme ça. Et en fait, c'est avec cette caméra-là, avec ce point de vue-là, que Nicolas Cage commence à avancer dans le brouillard de l'affaire. Et là, Garrison Eyes lui dit, c'est marrant, on a contrôlé toutes les caméras sauf celle-là. C'est le seul œil, c'est celui de Zapruder dans le film, qui leur a échappé aux complotistes. Et puis bien sûr, le film aujourd'hui, après l'affaire de 2001 et du terrorisme, on a quand même l'accusé génial, c'est plus un blanc communiste comme c'était le cas avec Lee Harvey Oswald, là c'est un Palestinien islamiste, en 98, bien avant 2001. Et De Palma a toujours été concerné par ces histoires de trahison. Et il a fait un véritable polar, comme Jules Dassin le faisait, dans lequel le corrompu, on ne sait pas pourquoi, à ce moment-là, il se rachète une virginité. Et quand je dis que l'Amérique est aussi... qu'à un moment, que l'Amérique est un pays d'enculés, c'est parce que la seule obsession qu'ils ont, tous, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a que ça qui domine la pensée américaine. Dans les films, dans Les Sopranos, par exemple, qu'est-ce qu'on a dans Les Sopranos? Carmela, son mari la trompe. Il va même jusqu'à la tromper avec une femme de ménage unijambiste. Et elle lui dit « One leg, motherfucker !» Et lui, il fait il sait plus quoi dire. Et comment il rattrape le coup avec sa femme? Il lui offre soit un voyage à Paris, soit une montre Cartier, et elle se laisse acheter. Ça, c'est la société américaine. Ils sont obsédés par l'argent en permanence. D'ailleurs, on le voit dans le film, le journaliste
achète le contact de Nicolas Cage avec Gary Sinise et il lui rajoute un bonus. D'ailleurs, attends, j'ouvre une parenthèse. Ce journaliste, tu sais comment il s'appelle, l'acteur? Non. Kevin Dunn. Kevin Dunn. Sans E. Alors Sans que le tueur, c'est Kevin Dunn avec un E. Avec un E. Et donc, moi, quand j'ai vu ce film, j'avais pas le cerveau. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi aujourd'hui. À moi, aujourd'hui, j'y vois regarde. les obsessions. Attends, regarde, je te montre ça, par exemple. Je te montre ça. Voilà, ça. Bon. Voilà, exactement. Alors, il faut avoir beaucoup... Attends, 2 secondes. Il faut avoir beaucoup de respect et d'admiration pour Nicolas Cage. Grâce au téléchargement illégal, tous ces films pourris, soi-disant pourris, je les regarde tous. Il joue dans des films parce que il a déconné avec les impôts. Et il faut savoir qu'il a déconné avec les impôts pour une raison simple, c'est que sa maman était atteinte, elle se dégradait, et il l'a mise dans un hôpital, dans un centre spécialisé, où il payait tous les mois $200 000. Et donc, il avait le choix entre payer les $200 000 par mois pour sa mère et payer ses impôts. Fuck les impôts. Voilà. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé aujourd'hui. Voilà. Mais il a fait de très bons films. Oui, mais ça, dans ses nanars, et il se donne. C'est un acteur extraordinaire. Il se donne à chaque fois. C'est un pléonasme. Là où je veux en venir, en fait, c'est que tu l'as vu 60 fois, tu le dis, mais je te crois pas. Je crois que c'est beaucoup plus. Mais est-ce que tu n'as pas, au bout de ces 60 ou 70 fois, est-ce que tu n'as pas la sensation que, parce que là, il montre le coupable. Tu n'as pas la sensation que De Palma s'amuse aussi un peu avec nous? À part les références liées à Fitzgerald, voire même des références liées aussi à l'histoire du cinéma, est-ce qu'il n'y a pas un jeu? Parce que regarde, il y a ça, et puis il y a ça aussi. Et ça, c'est à la 44e, 45e minute. C'est-à-dire qu'on a, en plein milieu du film, on sait réellement et factuellement qui est le coupable. Ensuite, il ne reste pas 10 minutes, il reste encore 45 minutes. Moi, je pose la question au scénariste. Pourquoi? Que se passe-t-il à ce moment-là? Mais la question est de savoir quel film on fait. Moi, à chaque fois que j'ai démarré un projet avec un producteur, je lui dis, mais quel film voulez-vous faire? Parce que la question, quand on démarre avec un producteur, un réalisateur, le scénariste, moi, je ne me considère pas comme un auteur. Je me considère plutôt comme un scénariste, c'est-à-dire le premier technicien qui va permettre à d'autres techniciens plus manuels que moi de venir travailler. Je suis le premier technicien, donc celui de l'écriture, à déclencher une production. Donc, tout de suite, le mec à qui je parle et qui vient me chercher, c'est le producteur, il a de l'argent, il vient me voir, et je lui dis, mais quel est le film que vous voulez faire? Et il me dit... quel est le film que vous voulez faire? Et je lui explique le film que je veux faire. En fait, c'est comme un deal avec une femme qu'on est en train de draguer. On veut se voir juste de temps en temps pour la bonne cause, à l'horizontale, ou on a des projets c'est pareil. Avec un producteur, c'est pareil. Est-ce que vous voulez faire un truc commercial, avec une mécanique, et une affiche avec des noms connus? Moi, j'ai un propos, j'ai envie de tenir un certain propos sur certains films, j'ai un regard, et j'espère que par mon scénario et mon écriture, ce regard va influencer et la production et le projet. Et comme c'est moi le premier technicien, j'ai le pouvoir. Après, ça devient un peu plus compliqué quand le réalisateur arrive, surtout si c'est un con. Ça m'est arrivé une fois. Mais là, De Palma, il n'est pas con. Donc... qu'est-ce que tu penses que... c'est des signaux, mais c'est des signaux qui ne valent rien à la première vision. Non, mais là, parce qu'on nous montre Nicolas Cage, avant d'arriver là, il est dans un truc surexcité, il connaît tout le monde, il se comporte comme le pacha de la ville, il est le boss, il est dans une illusion de lui-même. Il n'arrête pas, alors, il fait son numéro. Mais à ce moment-là, quand il prend... cette photo... quand il pointe Gary Sinise comme ça, en fait, ce qui est intéressant, on peut y trouver une analyse de Palma qui voudrait nous montrer, mais surtout dans le mouvement de caméra. Parce qu'au moment où il dit ça, la caméra, elle fait... Et elle se braque. Alors, avec le recul, c'est facile de se dire, oui, il nous désigne le coupable. Mais à ce moment-là, dans la salle, on est comme ça.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai insisté. Au bout de 60 fois, est-ce qu'on peut se demander... Oui, on peut se demander, mais ça, c'est des jeu... analyses perso. Alors, c'est des analyses perso. Par... C'est comme le regard de la Joconde. Chacun a son histoire avec le regard de la Joconde ou avec une toile. Un film, c'est comme une chanson. Je ne vais pas utiliser le terme d'œuvre d'art, mais un film, il est là pour procurer des sensations et une émotion. Les moins bons ne procurent que des sensations. Les carrément nazes ne procurent rien du tout, mais là, dans ce moment-là, lui, il est dans la sensation, il n'est pas dans l'indication. Maintenant, pour répondre à ton autre question sur pourquoi il assassine, parce que ce n'est pas le sujet du film. Il est en train de dire, on s'en fout, on se doute bien que quand tu butes un secrétaire d'État, un big boss du gouvernement américain, c'est que forcément il y a des complicités derrière, il y a tout un travail. Alors, c'est John Kennedy, et c'est là que le cinéma a un pouvoir, quand Oliver Stone a sorti son film JFK, qui est brillantissime, et ben, les citoyens américains, les sondages disent, ils étaient 70% à penser que c'était Lee Harvey Oswald qui avait tué Kennedy. Quand le film d'Oliver Stone est sorti, après le succès en salle, ils étaient plus que 48% à penser que c'était Lee Harvey Oswald. Parce que, et qu'a fait la presse mainstream, la grosse presse, elle a tenté de faire passer Oliver Stone pour un complotiste. Et aujourd'hui, Oliver Stone, il est passionné. Moi, c'est des gens qui c'est des phares pour moi. Comme Brian De Palma, il a le sens de la maestria avec l'image. Moi, je trouve ça super quand le mec est génial et il le fait très bien. Après, j'ai pas cette vélocité technique dans ma tête. Et de toute façon, faire un film comme ça en France, c'est même pas la peine. On a les techniciens, on a des techniciens extraordinaires en France, je tiens à le dire. Les gens que vous ne voyez pas et qui font les films sont des gens comme ça, hein, hommes comme femmes. C'est vraiment des gens passionnés. C'est juste qu'ils travaillent pour des gens qui sont au-dessus et qui, eux, sont pas vraiment passionnés. Et je sais de quoi je parle, je les ai entendus parler dans des déjeuners. C'est juste... T'as juste envie de sortir ta batte et de les fracasser, quoi, parce qu'ils sont pas dans le cinéma. Ils sont là pour bouffer, en fait. Comme Al Pacino voilà. dans les Incorruptibles. Mais ça, c'est dans les Incorruptibles. Le mélange de... lui, il utilise l'affaire JFK. De Niro dans les... Ouais, De Niro. Tu m'épuises aussi, tu sais. Tu m'épuises. Et il n'y aurait rien de pire pour toi que si j'étais amorphe. Bah, attends, tu sais ça quoi? Ça te décrédibiliserait auprès du public. Non, mais par contre, là, parce qu'il nous reste maintenant 20 minutes, pardon de t'avoir interrompu, Abdel. Non. Le public, à vous. Parce que bonsoir, j'ai deux questions. J'ai une question et demie, quoi. Je voudrais savoir, est-ce que vous étiez approché pour écrire des films pour Olivier Marchal ou Luc Besson? Alors, je vais répondre très honnêtement. Quand Braco saison 1 est sorti, pourquoi je me suis retrouvé sur Braco? Je vous raconte le truc. C'est Olivier Marchal avait embauché 2 mecs. Je le dis, ils sont gentils, mais c'est des chèvres. Voilà, ils sont, comme on dit dans le Sud, ils sont gentils. Voilà. C'est un peu Bourvil dans le Cornio, quoi. Voilà. Donc, et les mecs avaient écrit... et Olivier Marchal, et je vous raconte les coulisses, et c'est la pure vérité, Olivier Marchal était allé voir Canal en disant « C'est quoi ces scénarios? C'est de la merde !» Et Canal était emmerdé parce qu'ils avaient fait un carton avec la saison 1 et ils avaient besoin d'une saison 2 vu comment la saison 1 se terminait, c'est-à-dire cliffhanger, les mecs se font serrer, tout ça, bon, tous les héros. Et il dit au producteur Claude Chely et il dit à Fabrice de la Patelière qui dirige Canal+ Écriture à l'époque, il leur dit « Faut appeler Dafri ». Il a écrit Un prophète, il a écrit Mesrine, La Commune, il va savoir écrire le polar. Il va savoir écrire Braco. Et moi, à l'époque, j'avais pas besoin de travail. Comme je suis pas un mec qui dépense, voilà. J'étais content, j'avais un petit pécule de côté, donc j'avais le temps d'attendre et de pas aller à la gamelle pour écrire. Voilà. Donc là, j'économisais l'argent parce que ça me faisait plaisir de laisser de l'argent sur mon compte. Je l'ai économisé pour pas me retrouver aux abois pour faire de la merde, quoi, comme beaucoup font. Et donc, Claude Chely m'appelle, c'est comme un frère, on a fait 3 saisons de Braco ensemble, et il me dit, voilà, Abdel, je sais pas quelle est ta disponibilité, blablabli, blablabla.
ce serait pour faire Braco. Et il me donne le planning. En fait, ils avaient déjà toute la saison 2 qui avait été écrite par les gentils, là. Et ils avaient pas, le planning était vachement court. Et ils ont fait un rétro-planning. Et en fait, ce rétro-planning disait que j'avais 3 semaines pour écrire un épisode dialogué. Et il fallait en écrire 8. Donc, 8 fois 3 semaines. C'est tout ce que j'avais. Il n'y avait pas d'arche, il n'y avait pas de Bible. Le seul truc que m'a dit Claude Chély, il m'a dit « Bon, ben voilà, c'est des paramilitaires qui font un braquage avec des lingots d'or. » Après ? Ah bah après, tu te démerdes. Hein. C'est tout ce que j'avais. Je me suis dit « Waouh !» Alors, on a fait une réunion avec Canal. Je leur ai dit « J'accepte le challenge. Mais vous n'avez pas le droit, il n'y aura pas de relecture, il n'y aura pas de correction. À la première virgule qui bouge, à la première séquence qui saute, je m'arrête et vous vous retrouvez comme des cons. Voilà, vous vous retrouvez comme des cons. Et là, ils m'ont dit Abdel, c'est toi le patron. Alors là, Marshall avait voulu me voir, on s'était vu, on s'était parlé, et je lui ai dit, tu sais Olivier, moi, j'ai jamais été flic, j'ai pas une tendance à la dépression, j'ai pas l'impression que, voilà, je suis pas comme lui du tout, quoi. Je suis pas comme lui, c'est-à-dire son cinéma, voilà, moi, c'est pas ma cam, hein, même si j'ai bien aimé 36, mais le côté un peu pathos de la saison 1, je lui ai dit, moi, je vais faire un truc différent. Il m'a dit, Abdel, j'ai confiance en toi. T'as fait Mesrine, t'as fait Un Prophète, tu vas assurer. J'ai dit, OK, bon. Et je commence à écrire. Et là, je me suis dit, dans la saison 1, il y avait que des blancs. C'était très caucasien. Il n'y avait pas beaucoup d'arabes. Et là, je me suis dit, je vais mettre des juifs, je vais mettre la société française. Donc, j'ai créé Madame Arifa. Je me suis dit, moi, j'arrivais pas à prendre la série au sérieux. J'arrivais pas à prendre les personnages, j'arrivais pas à voir ça de manière tragique et sombre. Alors il y avait de la violence, mais moi les flics que je connais, et j'en connais quelques-uns, encore plus depuis que j'ai fait Braco, c'est des mecs marrants. Ils ont un gun, ils disent hey, c'est nous qui avons le pouvoir de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire le négro, il va discuter avec nous. C'est sa parole contre la nôtre, surtout s'il n'y a pas de vidéo. Moi j'ai des flics qui m'ont... Mais c'est intéressant de discuter avec des beaufs. On apprend des trucs en tant que scénariste. Donc je me suis retrouvé à écrire ce que vous voyez dans la saison 2. Ce sont des V1 de scénario. Et ces V1 de scénario ont fait une audience encore plus puissante que la saison 1. Et j'ai gagné un International Emmy Award à New York, ce qui n'était jamais arrivé à une série française. Vous voyez la vie comme c'est un gag. Alors je suis désolé, je suis vraiment, je suis le méchant aujourd'hui, mais parce qu'il y a, je pense, d'autres questions. Si vous oui, alors monsieur, il y avait sa deuxième partie de question après Marshall. Alors Besson a tenté de me joindre récemment via mon agent, voilà. Et comme je parle pas avec un porc, tout en étant athée, j'ai refusé. Alors, s'il vous plaît, des questions sur Snake Eyes. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je vais prendre 2 illustrations parce que tout ce que vous avez dit, c'était très intéressant. La deuxième, la numéro 2, donc c'est l'œil sur le. Oui, sur le combat de boxe. Voilà, on a les mêmes photos avec Mohamed Ali. Ça aussi, il y a des photos superbes de Mohamed Ali. Il y a toujours sur les grands matchs de boxe au Madison Square Garden ou autre, il y a toujours une vue de dessus impressionnante. Les plus belles photos de Mohamed Ali, elles sont justement, en vue de dessus. Mohamed Ali, les années 60, la guerre du Vietnam. Est-ce que ce serait pas justement la dernière caméra qui nous manquait pour résoudre l'assassinat de JFK? Donc est-ce que là, il n'y a pas un truc à gratter. Et la dernière image dont je voulais parler aussi, c'était le rubis. Alors encore une fois, peut-être une référence à Jack Ruby, la pierre incrustée dans. Alors je vais répondre à votre question, monsieur. J'ai ramené un livre, parce qu'il n'y a pas que Samir Arjoum qui est un brillant cinéaste, c'est un brillant journaliste de cinéma. Voilà, alors il y a... Ouais, c'est ça, le rubis incrusté. Alors ça, après, ça, on va y revenir. Ça, je disais l'Amérique, le pognon et tout ça. Toutes les sociétés capitalistes, même la France, tous les pays occidentaux, on est des putains de capitalistes. On adore le système capitaliste. Oui. Ah, pardon. Et donc, dans n'importe quel système capitaliste, il faut savoir, par exemple, là, on coule les gens dans le béton. C'est un truc de la mafia. Surtout sur Broadwalk.
Ouais, bah dans Bordeaux, on coule les gens dans le béton. À une quand Bijard faisait la guerre d'Algérie, il emmenait. On a, nous, dans nos esprits, l'idée que l'hélicoptère, c'est un truc américain. Non, en fait, les hélicoptères utilisés comme hélicoptères de combat, c'est les Français qui ont inventé ça pendant la guerre d'Algérie. Et les mecs qu'on a vus dans des films américains se faire torturer et jeter depuis l'hélicoptère en vol, c'est une invention de Bijard. Et les mecs se faisaient torturer dans l'hélicoptère et Bijard les lestait avec du béton, il les jetait et dans l'eau et on découvrait dans le port quelques jours plus tard les têtes des félagas qui avaient été, ou pas félagas, qui avaient été torturés, et on appelait ça les crevettes Bijard. Oui, nous, en France, on a été pas mal. On a appris plein de trucs aux Américains sur l'utilisation des hélicoptères, sur le principe de la torture. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question sur l'image qui manque, ouais, c'est le Toré. C'est un livre qui s'appelle 26 secondes, l'Amérique éclaboussée. C'est pas chiant à lire, hein. Si c'était un pensum, je vous emmerderais même pas avec ça. Je vous dirais, vous avez autre chose à faire le week-end. Ça se lit à toute vitesse. C'est un Français, un journaliste que je connais pas, mais que j'aime beaucoup, Jean-Baptiste Toré. Vous achetez ça. En plus, c'est une petite maison d'édition. Et il parle justement de ce plan qui manque. Alors, l'image manquante, c'est quasiment l'ADN de la chaîne de Samir. Je voulais surtout parler de la caméra. Mais moi, j'ai un petit peu fait la digestion des films de De Palma, et surtout les 3 derniers avant celui-là. Donc, si je reprends bien, c'est Les Incorruptibles, donc corruption, mafia, flic. Ensuite, il y a Carlitos Ways, donc la criminalité au plus bas du ghetto, donc les criminels. Alors, c'est une histoire vraie, hein, l'histoire de Carlitos. C'est le juge Edwin Torres. Comme j'adore lire et que les Américains ne font qu'adapter des romans. En fait, le juge Edwin Torres, c'était un Portoricain qui est parti de la rue et qui est devenu juge à la Cour suprême. Il faut le faire. Il est devenu juge à la Cour suprême. Et il a croisé, dans sa vie de juge, avant d'être juge à la Cour suprême, il a croisé un type qui s'appelait Carlito. Et Carlito Brigante. Et le scénar, c'est une histoire vraie. Le livre s'appelle en anglais Carlitos Way. Moi, je l'ai lu en français. Ils l'ont traduit, l'Impasse. C'était Pocket qui l'avait sorti. Le livre est extraordinaire. Et le personnage est super émouvant. Et donc voilà, je voulais vous le dire au cas où si vous allez chez un bouquiniste, comme Macron a décidé de ne plus les déplacer pour les Jeux Olympiques, autant profiter et aller leur faire gagner de la thune. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'avec même à ce niveau de corruption dans le film, hein, même l'avocat qui est joué par Sean Penn est corrompu jusqu'à l'os. Le film d'avant, c'était Outrage, donc on sait très bien que la guerre du Vietnam est très importante dans le cinéma de De Palma. Et le film juste avant celui-ci, c'est l'espionnage. Donc pas la CIA, mais le MI, l'agence Mission Impossible. Et après ce film-là, après Snake Eyes, il décide de partir de la Terre, De Palma. Il se casse sur Mars. Donc la question que je veux dire, c'est qu'après avoir dévoilé autant de choses, après avoir craché littéralement sur les récompenses de Gary Sinise dans le film, je pense qu'il s'est mis un peu une partie de l'Americado. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne trouve plus de financement. Et moi, la question que je voulais poser, c'est ça. Est-ce que Brian De Palma aujourd'hui a du mal à se faire financer ses films à cause de tout ça? Parce qu'il était quand même pas mal visionnaire. Vous avez parlé du truc du Palestinien déjà en 98. Il y avait un autre film qui parlait de ça aussi, c'était Couvre-feu, où il y avait Sami Bouadjila. Extraordinaire. Sami Bouadjila qui joue dans la série Un prophète que j'ai écrit avec mon camarade Nicolas. Et Sami Bouadjila est un type formidable, humainement. J'adore ce mec. D'abord, c'est un immense acteur. J'ai regardé les rushs parce que je suis coproducteur de la série. Donc j'avais accès à tous les rushs. Le nombre de... Sami Bouadjila... Le nombre de variations qu'il peut faire avec une même réplique d'une prise à l'autre, c'est un de nos trésors nationaux. Et je ne le connaissais pas, hein. On a fait connaissance là, on se connaissait de loin comme ça. Et dans Couvre-feu, il joue une petite pute palestinienne. Justement. Qui couche avec... je lui ai dit d'ailleurs, comment elle s'appelle la comédienne avec qui il couche dans Couvre-feu? C'est Annette Bening. Annette Bening, que je lui dis. Et il me dit, ouais, tu sais que elle devait parler de moi à son mari... Et que son mari, à l'époque, c'était comment il s'appelle ce grand acteur américain? Warren Beatty. Et il m'a dit, à partir de là, Warren Beatty venait tous les jours sur le tournage. Ça, c'est la puissance. Faut dire qu'il était beau gosse, Sami. Voilà, juste pour finir la question, hein, sur le financement des films de Palma, est-ce que c'est pour ça qu'il fait plus de films aujourd'hui, ou tout simplement parce qu'il a plus grand chose à dire? Peut-être qu'il a
essuyer toutes les allégories de ce complot? Non, Brian De Palma adore tourner. Est-ce que vous avez vu son dernier film qui a été financé par des salopards? Vous avez vu cette daube? Domino, c'est ça? C'est un... Oui, parce que les États-Unis, l'Amérique est un pays qui... le cinéma américain est un cinéma de produit. En France, on dit qu'on est un cinéma d'auteur. La culture chez eux est un produit. Et la malice des grands cinéastes américains, c'est d'insérer un discours à l'intérieur, un discours subversif à l'intérieur de quelque chose qui est censé toucher le grand public. Vous voyez ce que je veux dire? On met des embûches sur le chemin de tous les... de tous les créateurs américains, et ils arrivent à sauter les embûches, pas toutes, mais ils y arrivent, et il a un truc contre lui qui joue, je vous rassure, hein, il va très bien, il est multimillionnaire avec ses films, il est un très grand cinéaste et il restera parmi les plus grands, et Brian De Palma a 2 filles, dans une récente interview, il disait que c'était son bonheur et que ça lui suffisait, mais il a aussi, il s'approche, je crois qu'il est septuagénaire, et qu'aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous regardez les metteurs en scène, Hollywood ne produit que du petit jeune, c'est-à-dire à la réalisation. Et la génération d'aujourd'hui, qui n'est plus la génération des Coppola et des De Palma, ces gens-là, et de Spielberg, ils ont grandi avec des bibliothèques. Aujourd'hui, ils grandissent avec des écrans, TikTok et Instagram pour faire des films. C'est-à-dire qu'ils ont très très peu de référents littéraires, et le cinéma, et c'est ce que je pense, à Hollywood, ne s'est toujours nourri que de la chair de la littérature. Alors, ça donne des... Les Américains achètent toujours... Le Parrain était un succès en salle, en librairie, avant d'être acheté pour devenir... Robert Evans n'a produit que des best-sellers. Coppola s'est appuyé sur le livre de Conrad pour faire Apocalypse Now. Donc, c'était une génération de littéraires. Aujourd'hui, pour De Palma, c'est très compliqué. On ne lui donnera plus les 50, 100... et puis pour le film sur Mars, bon, là, je me suis royalement emmerdé. Hein. C'est tellement loin pour moi, Mars. Alors, ce qui est intéressant quand on revoit Snake Eyes par rapport à la filmographie de Palma, son film précédent, Mission Impossible, était vraiment un film d'action hollywoodien, très intelligent, très subtil, etc. Ce qui est passionnant avec ce personnage de Rick Santoro, vraiment incarné par Nicolas Cage de manière assez hallucinante, c'est sa prise de conscience au fur et à mesure de ce qu'il est véritablement. C'est vrai qu'il est très débordant au départ, et puis ensuite il va lui-même décider d'avoir une chemise sobre pour être pris au sérieux. Et ce que j'aime, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de personnage-là, vous qui écrivez justement des personnages? Il y a une énorme subtilité, sa dernière réplique sur le fait d'être finalement passé à la télé. Il se rend compte qu'il n'est finalement pas du tout un héros, c'est l'antithèse presque de Ethan Hunt dans Mission Impossible. Ce genre de personnage-là, est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que... Oui, parce que je les ai rencontrés dans la vie. Moi, je ne crois pas aux bons et aux méchants. J'y crois pas. Moi, j'ai rencontré des types qui étaient capables de faire des sales trucs. Mais sur certaines choses, ils ont leurs limites. Moi, j'ai connu des types qui étaient vraiment, et certains, je les connais, très dangereux. Voilà. Mais ils respectaient leurs femmes, ils étaient gentils avec leurs gosses, et ils se seraient coupé la main plutôt que de la lever sur leurs femmes ou sur leurs enfants. Mais dehors, si on venait les emmerder, je parie sur personne face à eux. Donc, on a tous une part en nous véritablement obscure et on a une part angélique. Et le problème de Nicolas Cage, si vous regardez bien le film, pas 60 ou plus de 100 fois comme Samir, vous vous rendez compte quand la jeune fille sur les escaliers lui explique et il refuse de croire que cet homme qui représentait un phare de probité soit aussi pourri que lui. Ce qui est beau avec le personnage de Nicolas Cage, c'est il sait qu'il est corrompu. Mais il est corrompu pourquoi? Pas pour faire du mal aux autres, parce qu'il veut briller. Il veut être le boss. Il se raconte un fantasme sur lui-même. Il est flic, je contrôle, je connais tout le monde. D'ailleurs, à la fin du film, vous voyez comment ça se retourne contre lui, même s'il a fait un truc super. Mais ça, c'est l'Amérique. À un moment ou à un autre, il ne peut pas y avoir de rédemption sans punition. Il a plus de chance que Carlo Brigante. Il a au moins pour lui de... Carlito Brigante, ouais. Il est conscient qu'il va mourir parce qu'il joue encore
les vieilles règles de probité dans un monde où il n'y en a plus. Chez les voyous, il y a eu un code. Il y avait des trucs qu'on ne fait pas. On n'attaque pas une vieille dame. Aujourd'hui, ils se mettent à 5 ou 6 pour dépouiller quelqu'un. On n'attaque pas une fille dans la rue comme ça. Moi les voyous que j'ai connus, ils étaient capables de sales trucs. Hein. Mais vraiment, de très sales trucs. Mais ça, attaquer une vieille dame, agresser une jeune fille dans la rue, emmerder un couple, ça, ils font pas ça. Ça, ils font pas. Et pourtant, certains étaient fichés au grand banditisme, ils faisaient des braquages. Mais il y a... ce que je veux dire par là, c'est que même chez un salaud, il y a une limite. Et De Palma nous a toujours montré la limite. Le problème de Carlito, il le sait, c'est qu'à un moment, il a pas vu le traître qui était juste à côté de lui. et il était tellement dans son rêve qu'il n'arrivait plus à voir la réalité autour de lui et les gens qui sont près de lui. La seule chose belle et honnête, c'était cette femme et l'amour qu'elle lui porte et qu'il lui porte. Et lui, il continuait à être loyal envers Sean Penn, qui est une ordure absolue. Et il continuait à être loyal vis-à-vis d'un mec qui l'accompagne jusqu'au train et au dernier moment, boum. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que De Palma se venge dessus, puisque le mec, à la fin, il dit à celui pour qui il a trahi Carlito, « Et moi, qu'est-ce que je deviens? Toi, tu vas nulle part. » Boum. Le traître paie à la fin chez De Palma. Mais si on joue avec les anciennes... Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est une société qui est très violente, mais elle est à la hauteur, et je ne suis pas du tout communiste ou d'extrême gauche, elle est à la hauteur de notre rapport au capitalisme et à l'argent. On en est tous responsables. Quand on parle de Brian De Palma depuis tout à l'heure, on parle des films qu'il a fait. OK ? Mais si on parle d'un footballeur, on va parler de l'argent qu'il gagne. À aucun moment de son travail. C'est-à-dire que ce que j'ai vu aux États-Unis et ce que j'ai lu sur les États-Unis, et je l'ai vu là-bas, et je l'ai entendu de la part d'Américains avec qui je discutais, c'est qu'ils ont tout est rapporté à l'argent. Et la société française, pendant très longtemps, et j'ai 59 ans, est une société qui accorde, je parle des citoyens quand je parle de la société, elle accorde des valeurs à des choses simples, pragmatiques, qui sont du quotidien pour être bien. Mais de plus en plus, je vois la dérive. De plus en plus, on parle d'argent, et rien que d'argent. Et dans le milieu du cinéma français, on en parle encore plus que dans n'importe quel autre business. Voilà. Et pas toujours pour faire le film. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Oui. À ce sujet d'ailleurs, sur Mesrine, Thomas Langman, on avait 159 jours de tournage pour les 2 films. C'est juste pour remettre ma légion d'honneur à Thomas Langman. Vous me direz, il avait le pognon, il l'a fait. Mais il y en a qui l'ont et qui ne l'ont pas fait. On s'est retrouvé avec un trou de 10 millions d'euros pour terminer les 2 films. Qu'est-ce qu'il a fait, Thomas? Il a sorti 10 millions de sa poche, sans même savoir si les films allaient marcher. Ça, c'est ce que j'appelle un producteur. 10 millions. Alors, il en a beaucoup. Mais quand même, comme me l'a dit un riche, putain, ça déchire le cul quand même quand tu dois sortir 1 million alors que tu en as 200 sur ton compte. Voilà. Mais justement, tu disais que Verneuil était une de tes références, et en même temps, tu as dit que la France n'était pas capable de faire un film comme ça. Mais Verneuil, 20 ans plus tôt, il a fait I comme Icare, quand même. Alors, les sujets que traitait Verneuil et I comme Icare est un film qui a beaucoup inspiré, il en a parlé Oliver Stone, et la thèse du complot contre le président, elle était déjà à l'époque d'Henri Verneuil. Après, on a commencé à penser, mais les voix qui disaient qu'il y avait un complot, c'était les mêmes voix qui suivaient Raoult pendant le Covid. C'est-à-dire que les gens se disent « tuer un président, c'est tellement dément, c'est tellement fou de tuer un président comme ça dans sa décapotable avec tout ce système ». C'est que forcément, il y a eu un complot aux plus hautes sphères de l'État. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, il ne faut pas oublier que je crois que c'est quelques mois plus tard, le frère Kennedy se fait buter. Ouais, quelques années. Alors qu'il est sur le point de devenir le président en succession à son frère. Donc, l'Amérique, tout d'un coup, elle a vu tomber tous ses leaders. Il y a quand même eu Martin Luther King assassiné. C'est-à-dire que
les plus grands esprits. Et là, l'Amérique, elle a perdu. Si elle avait tant soit peu une idée propre d'elle, alors que c'est quand même un pays qui s'est bâti sur un génocide, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Les Indiens, ils étaient là avant eux. Donc, c'est quand même un pays qui s'est bâti sur un génocide. S'ils avaient un tant soit peu de, comment dire, d'âme, ils l'ont perdu avec la mort de ces gens-là. Kennedy, Luther King, Malcolm X et le frère de John Kennedy. Donc, et ce que raconte à l'échelle d'un casino, d'ailleurs, la motivation première de Brian De Palma, et c'est pas moi qui l'ai découvert tout seul, c'est grâce à Brian De Palma, il a fait le film parce qu'il adore Atlantic City. Et Atlantic City est devenue une ville dégueulasse, comme certaines villes du Nord, dès qu'on a commencé à monter des casinos dedans. Le casino, c'est la défaite de la culture. C'est la défaite de la culture. Et il y a des casinos dans le Nord où vous avez des personnes âgées qui arrivent avec leur bac qui ressemble à un bac de popcorn. Et en fait, c'est le casino qui gagne au finish. Et donc, lui, Atlantic City, qui était une très belle ville et que De Palma adorait, il a fait le film parce que les casinos ont tout défiguré. Et il faut savoir aussi un truc, il y a un grand film d'un grand auteur français, d'un grand metteur en scène français qui s'appelle Louis Malle, qui s'appelle Atlantic City. Et la décoratrice du film de Louis Malle, c'est la décoratrice de Snake Eyes. La boucle est bouclée. Et Atlantic City est un des films préférés, le Atlantic City de Louis Malle, de Brian De Palma, il s'en est jamais caché. C'est une question assez pratique sur le début du film. On la voit grouillante, on l'entend bruyante. Comment au scénario on écrit une foule ? Parce que là, nous sommes dans une configuration quand même où là, c'est un match de boxe, il y a beaucoup de gens. Comment au scénario on peut avoir de l'emprise sur la description d'une foule, ou c'est plutôt vraiment un travail avec le réalisateur ? Alors, il y a deux étapes quand on commence à travailler tout seul. Là, actuellement, je suis en train d'écrire un scénario pour un long métrage. Je vais rien vous cacher, c'est un producteur qui est venu me chercher. Il m'a dit, voilà, Abdel, pourriez-vous lire ce livre et me dire ce que vous en pensez ? Donc, je reçois le livre qui s'intitule « Nous étions 177 ». C'est une histoire vraie. L'auteur s'appelle Gwenaël Bolloré. Ma première réaction, c'est d'appeler le producteur. Je lui dis « Hey, je lis Gwenaël Bolloré. C'est un lien de famille avec Vincent Bolloré ?» Et il me dit « Oui, c'est son oncle. » Les deux oncles, René et Gwenaël Bolloré, ont rejoint le général de Gaulle en 1940, alors qu'ici, certains avaient choisi Vichy. À 17 ans, Gwenaël Bolloré vend son cheval. Il avait un cheval, il l'a vendu. Avec l'argent, il a payé son passage pour traverser la Manche, aller à Londres. Vous allez voir l'ambivalence des personnages, les bons et les méchants, on y revient. Et Gwenaël Bolloré a fait partie des 177 Français. J'ai même trouvé un Algérien dedans. C'est dingue, mais c'est vrai. Wassini Bouarfa. Et il y a 177 Français qui ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944. C'est 177. On peut être fier d'eux. Le plus jeune avait 19 ans et le plus vieux 25. Taux de décès dans ces 177, plus de 80%. Ils étaient prévenus par le commandant Kiefer, qui était leur chef. Commandant Kiefer, un Français qui a grandi à Haïti, qui parlait le créole couramment, l'espagnol et l'anglais. Et à 40 ans, il réussit à monter cette unité. Et ils font les stages des commandos à Knackery en Écosse. Donc inutile de vous dire que j'ai des photos. Je me dis, putain, le panorama, ça va avoir de la gueule en cinémascope. Et c'est un stage commando où on vous tire dessus à balles réelles. Et c'est pas, il n'y a aucune sécurité. On vous demande de monter une falaise à pic avec une corde, une falaise de 450 mètres. Et pour être certain que vous ne rebroussez pas chemin en cours de route, il y a des mitraillettes qui coupent la corde quand vous êtes à mi-parcours. Vous ne pouvez pas redescendre. Voilà le genre de joyeuseté auquel ces jeunes ont été confrontés, et ils ont quitté leur pays, la France, parce qu'ils en avaient marre, comme ils disaient à l'époque, pour utiliser le terme de l'époque, de voir des boches au pouvoir. Et ils débarqueront en France. Aucun d'eux
il n'y aura pas de reconnaissance parce que De Gaulle avait un petit souci avec le fait qu'ils étaient sous l'autorité des Britanniques. Donc De Gaulle étant ce qu'il est, c'est-à-dire complexe, il ne les honorera pas. Et l'ironie de tout ça, c'est qu'il faudra attendre Mitterrand, le mec qui a reçu à Francisque et qui était proche de Pétain, pour qu'un monument et la reconnaissance de la nation leur soient dédiés. Et je raconte l'histoire de cette jeunesse et j'ai dit au producteur, voilà ce qui m'intéresse, c'est de raconter la jeunesse. Eux, ils sont morts pour qu'aujourd'hui, on puisse faire ça. Voilà de quoi on parle. Et donc, il y a un petit côté, un petit côté conservateur français, mais je suis très fier de ces gamins. J'étais bouleversé. Quand j'écris La Foule, j'écris La Foule. Il y a un livre que je vous conseille de Joe Esteras qui vous explique ce que c'est que d'être scénariste, et il raconte le côté snob et stupide. Il va visiter un décor avec un réalisateur, et le réalisateur lui dit « Merde, les maisons que tu indiques, elles sont bleues, alors que dans ton scénario, elles sont blanches. » Et Joe Esteras le regarde, il prend le scénario, il écrit blanc, bleu, comme les maisons. Et pour en revenir à Gwenaël Bolloré, son meilleur ami, c'était l'Algérien, Ouassini Bouarfa. C'était son meilleur compagnon. Okay, il y a des photos après la guerre. Et Gwenaël Bolloré va devenir... il était déjà un des patrons de l'entreprise OCB de la famille Bolloré. Et Gwenaël, René sera toujours loyal envers le général de Gaulle. Gwenaël rejoindra l'OAS et sera pour l'Algérie française. Et rejoindra les réseaux d'extrême droite. Mais à 18 ans, il se battait contre les nazis. Intéressant, hein? Démon. La question, c'est un vieux truc de film américain. Il y a deux loups en toi. Il y en a un blanc et il y en a un sombre, lequel tu nourris. C'est tout. Voilà. Et Gwenaël Bolloré est devenu un mec d'extrême droite. Il a monté une maison d'édition qui publiait des types comme Tixier-Vigny-en-Cour, tous des salopards de l'extrême droite et de l'OAS. Et il était l'oncle préféré de Vincent Bolloré. Ceci expliquant peut-être cela. C'est quels comics qui vous ont marqué quand vous étiez plus jeune? Et l'autre question, c'est, moi je trouve que c'est très intéressant de parler de la guerre d'Algérie, mais la première, 1830, et le duel entre Abdelkader et Bugeaud, c'est complètement autre chose. Il y a de la piraterie dans tout ça, il y a tout un truc, on n'en parle pas, et quand on parle de guerre d'Algérie, on ne parle jamais comment ça commence, la piraterie, et j'attends un film, quelque chose, enfin bref, j'ai un manque terrible sur ça. Merci. Alors, moi je rêve de faire un film sur Abdelkader. Mais vous parlez de Bugeaud, mais ce n'est pas Bugeaud auquel il faut vous intéresser. J'ai un conseil à vous donner. Vous allez sur Internet, vous tapez sur Wikipédia Lucien de Montagnac. Lucien de Montagnac, vous allez voir, hein, il est très très beau gosse, les moustaches, c'est la France comme on l'aime sur CNews. Le problème de Lucien de Montagnac, et là, moi je rêve de... C'est pas 1830 qui m'intéresse, parce que 1830, les Français débarquent, c'était l'Empire ottoman. Le bey d'Alger, il était turc. Donc, c'est les Algériens. Ce qui est intéressant entre 1830 et 1845, souvent les Algériens exagèrent un peu en disant il y a eu un génocide. Oui, il y a eu un génocide, mais pas pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu un génocide entre 1830 et 1845. Ça, je ne veux pas parler au nom des Algériens, mais ils en sont conscients. Hein, les Algériens, d'abord, c'est des peuples. C'est des Berbères, c'est des Chaouis, c'est pas des Arabes. C'est le FLN, après la guerre, qui va décider de la dénomination arabe. En fait, Algériens, Marocains, Tunisiens, c'est pas des Arabes. Il faut être très clair, c'est des Berbères à la base. Les Arabes, c'est ceux qui sont là-bas, au Moyen-Orient. Donc, quand ils sont arrivés, les Français, en Algérie en 1830, entre 1830, quand ils sont arrivés, il y avait 3 millions de Berbères. En 1845, quand il y a les guerres avec les massacres perpétrés par Bugeaud, par toute l'armée française, et en particulier par Lucien de Montagnac, il n'y a plus que 2 millions de Berbères. En 15 ans, ils ont liquidé 1 million de personnes. Nous avons liquidé 1 million de personnes là-bas. Alors, je rêve de faire un film sur Abdelkader. J'ai déjà une trame que j'ai mise sur le papier.
Et moi, je suis totalement athée. Mais pour parler d'Abdelkader, il va me falloir parler aussi de la religion musulmane, de l'islam. Et l'islam, pas l'islam d'aujourd'hui, pas l'islam dont on a hérité par les Saoudiens et les Wahhabistes, l'islam des Lumières, qui était celui d'Abdelkader, qui était d'une spiritualité et qui était une religion sur sa base pacificatrice. Et c'est un athée qui vous le dit. Donc, déjà, moi, quand on me dit « tu crois en Dieu », je fais « non, moi, passé 13 ans, j'ai arrêté de croire, d'avoir un petit copain qui parlait tout seul. » Donc, je ne suis pas dans le délire de la religion. Mais quand vous lisez Abdelkader, vous êtes obligé de raconter l'islam. Et Abdelkader a aussi eu un autre problème, c'est les tribus arabes. Si vous voulez savoir ce que veut dire quand on parle de printemps arabe, c'est incroyable. Des Arabes. Jamais j'aurais pensé qu'on parlerait d'Abdelkader sur mais parce que monsieur m'a lancé sur le sujet, c'est pas moi qui ai dérapé. Dans 10 minutes, on va parler de trois soleils dans 10 minutes. Il y a une scène dans Laurence d'Arabie. Dans Laurence d'Arabie de David Lean, qui est un chef-d'œuvre absolu. Il y a une scène où Peter O'Toole invite Anthony Quinn à aller à Aqaba pour attaquer les Turcs. Et l'autre, il lui dit « Pourquoi j'irai à Aqaba ? Je n'ai rien à faire à Aqaba. Peut-être parce que les Turcs te paient, mais celui qui reçoit l'argent est celui qui est le serviteur. Je ne sers personne. » Ça, c'est le côté arabe que je connais depuis l'enfance. Je ne sers personne. C'est mon bon plaisir si les Turcs vivent tranquilles. Et il me donne de l'argent pour ça. Et il lui dit, bien, tu n'iras pas à Aqaba pour l'argent, tu n'iras pas à Aqaba parce que c'est ton bon plaisir, mais tu iras pour les Arabes. Et là, Anthony Quinn lui dit, les Arabes ? Qu'est-ce que c'est les Arabes ? Il dit, moi je connais tel nom, tel nom, tel nom. En fait, il donne des noms de tribus. Il ne donne pas le fantasme du peuple arabe, ça n'existe pas au Maghreb. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et David Lean, dans les années 60, en lisant les livres que Laurence d'Arabie nous a laissés, il le comprend tout de suite. Nous, Français, la connerie que nous avons faite avec les Algériens, quand nous avons colonisé ce pays, on leur a pris leurs terres, on leur a pris leur argent, on leur a pris le peu qu'ils avaient. La seule chose qu'ils nous ont demandé, c'est « ne touchez pas à notre religion ». Et bien même ça, on a voulu leur prendre. Et c'est là qu'on a commencé à merder. On ne peut pas extraire l'islam, qui est la culture d'éducation, de code civil, de spiritualité, on ne peut pas retirer sa foi. Les chrétiens, on a le même parallèle avec les chrétiens. Ils préféraient aller se faire bouffer par les lions que de renier leur foi. Ils préféraient être crucifiés par les Romains plutôt que de renier leur foi. Au final, le résultat, il est où le Vatican ? À Rome. Les chrétiens ont fini par gagner. On ne peut pas extraire la foi. La colonisation a été une connerie absolue. Et moi, j'ai lu des livres pour faire mon premier long métrage qui se déroule pendant la guerre d'Algérie, de Félaga. Et les Félagas disaient tous la même chose. Il y a un livre d'ailleurs de l'un d'entre eux qui s'intitule « Nous étions Félaga ». Et il disait « J'allais à l'école française et on m'apprenait que Mahomet était un imposteur. On faisait du lavage. Notre école gratuite faisait du lavage de cerveau sur des enfants dont les parents étaient musulmans. On va où ? C'est comme apprendre... c'est comme vouloir retirer sa religion juive à un juif. C'est comme vouloir retirer sa chrétienté et sa foi. On ne peut pas extraire la foi et l'amour, parce que la religion, pour le croyant, c'est un acte d'amour. On ne peut pas extraire l'amour du cœur de quelqu'un qui est plein de probité. Et ça a été notre connerie. Et on a fait des saloperies. Et Lucien de Montagnac, je vous invite à... Il y a une petite page brève, mais j'ai acheté à la BNF des livres sur lui. Il se vantait de massacrer des femmes et des enfants. C'était un boucher qui se vantait. Et je rêve d'écrire le film et de le mettre en scène dans lequel... Vous savez comment il a terminé ? Il s'est fait buter dans une embuscade par Abdelkader.
Voilà. Et là, j'ai un vrai gentil, Abdelkader, et j'ai un putain de méchant de Saint-Cyr, l'officier Lucien de Montagnac. Et là, j'ai au milieu de ça, de la spiritualité, l'histoire de mon pays, la France, la colonisation. L'Algérie, c'est le pays de mes parents. Quand j'ai fait la promo de la série Alger Confidentiel, les Algériens n'ont pas trop apprécié. On a essayé de tourner en Algérie, ils nous ont envoyé chier. Ils ont dit non, vous tournez pas chez nous. Alors pour la petite information qui ne soit pas très intéressante, mais quand même, la vidéo qu'on a faite ensemble a été à 90% regardée par des Algériens de là-bas. J'ai eu des commentaires extraordinaires. Hein. Du genre, vas-y. Il t'aime, hein. Il t'aime. Hein. Non, il m'aime pas. Voilà. Ah oui, pardon, j'ai pas terminé. Alors les comics que je lisais. Non, je termine sur la question. Les comics que je lisais, c'était les éditions LUG, L-U-G. Il y avait Strange, Spécial Strange, Titan. Je n'étais pas tellement fan de Titan, était un bimestriel, mais je n'étais pas tellement fan. Nova, j'aimais pas le format, mais je m'en tenais à Strange et Spécial Strange. Et j'étais radingue. Mais t'as jamais écrit sur un super-héros ? Pourquoi tu écrirais pas sur un super-héros ? Parce que je crois pas aux super-héros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fragilité des êtres humains. Un type qui a... Enfin, moi, les super-héros, je les aime quand Garth Ennis, il écrit les super. Il dit même pas les héros, il colle pas. Garth Ennis dans The Boys, quand Amazon a décidé de produire la série, je me suis dit, si elle est aussi dégueulasse que la BD, ça va être ouf. Garth Ennis, il a un esprit, il a écrit Preacher, je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée Preacher, qui est un chef-d'œuvre absolu, hein, absolu. Et ils en ont fait une série, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça va, c'est pas mal. Mais The Boys, la bande dessinée The Boys, mais c'est une bombe atomique. D'ailleurs, en France, elle était interdite aux moins de 18 ans. Quand j'allais la chercher chez mon bouquiniste à Lille, mon libraire, elle était sous blister pour pas que les gamins la feuillettent. Ils étaient obligés de la vendre sous blister, The Boys. Pour pas que... Ma fille, quand j'étais dans le train avec elle, à l'époque où elle était encore gamine, que je l'avais un week-end sur 2, elle me dit « Papa, pourquoi tu rigoles ?» Je sais rien. « Qu'est-ce que tu lis ?»« Rien, c'est pas pour toi, tu liras ça plus tard. » D'ailleurs, j'ai une bibliothèque qui fait plus de 2 mètres, donc je les avais mis tout en haut. Et un jour, maintenant, elle a 22 ans, elle a découvert et la série et la BD, elle a dit « Papa, c'est gratiné. » Je dis « Oui, je sais, chérie. » Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions sur Abdelkader ou Outrage, par exemple, le film Outrage de Palma. Est-ce que c'est un film qui ça a résonné en toi par rapport à tout ce que tu disais au niveau de la guerre d'Algérie ? Oui, alors Outrage est un film qui avait déjà été fait dans les années 70. Oui, Outrage avait été fait ils avaient fait un film dans les types qui étaient impliqués dans le viol de cette jeune Vietnamienne. Les GIs, le film dans les années 70, je ne sais plus comment était le titre, mais je sais que c'était un putain de réal qui était derrière. Et je l'ai retrouvé grâce à un téléchargement illégal. Je l'ai retrouvé grâce à un téléchargement illégal parce que ce n'est pas des films qui sont édités. Et le film démarrait avec la sortie de prison pour ce crime de ces mecs-là. Et quand j'ai vu Outrage, je peux vous dire que j'étais très mal à l'aise parce que c'est ça un viol. C'est pas du tout un truc. Je suis toujours emmerdé. On a fait avec les scènes de viol où le réalisateur montre par exemple un bout de sein, la culotte arrachée. Ok, bien sûr, ça se produit, mais le viol, et j'en ai discuté parce que pour une raison simple, pas parce que ça me fascine ou que ça me passionne, c'est que j'ai eu une scène de viol dans la dernière saison de Braco. Et la question, c'était comme on passe à 20h50, si on ne veut pas se retrouver recalé à 23h, et l'épisode devait passer à 20h50. Voilà, bon, c'est l'épisode où... Comment on tourne une scène de viol ? Et en fait, j'ai discuté avec des flics, et en fait, le visage des victimes, les flics m'ont expliqué que plus la nana résiste, plus le mec s'éclate. Et ils ont le cas d'une femme qui a décidé de s'absenter. C'est-à-dire le type était sur elle, c'était un parking souterrain. Elle s'est absentée, genre, je résiste pas. Et le mec s'est levé
il a interrompu le truc parce qu'il ne s'amusait pas. Le flic m'a dit il ne s'amusait pas. Donc il lui a craché dessus avec mépris et il s'est barré en le traitant de salope. Mais c'est ce qui a sauvé l'intégrité intime. Mais bon, l'agression, c'est quand même un mec qui pose les mains sur vous, vous jette au sol. Ça, Donc, quand j'ai vu Outrage, j'ai pas vu ça comme un film de divertissement. Autant là, c'est fun, on rigole et tout, voilà. Mais Outrage, c'est une histoire vraie. Et comment ça a hanté, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes dans un groupe? C'est-à-dire que le personnage, comment il s'appelle, Michael J. Fox, que d'ailleurs Sean Penn s'amusait à torturer sur le tournage. Il s'approchait, lui disait TV star, TV star. Sean Penn n'arrêtait pas de le harceler pour se moquer de lui, pour le mettre dans l'état de supériorité. Et d'ailleurs, De Palma a tourné avec Sean Penn sur ce film. Il a tourné sur L'Impasse. Et il disait que Sean Penn est en dehors de sa réputation de tabasseur, de paparazzi quand il était avec Madonna, ou de type un peu virulent, c'est un type adorable. Mais sur un plateau, il est tellement habité qu'il devient inquiétant. Et il a eu le souci, non pas sur Outrage, mais sur L'Impasse. Et Sean Penn, la dynamique de groupe pour participer à une chose aussi abominable qu'un viol, on voit les lâches, ceux qui coopèrent, ceux qui sont contents de coopérer, ceux qui n'ont pas le choix. Et le seul qui refuse, Michael J. Fox, eh ben, il se fait traiter d'homosexuel, de petite merde. Et après, à partir de ce moment-là, sa vie, elle est en danger. Et quand il décide de dénoncer le truc. Et le supplice, la comédienne qui joue la victime, elle est extraordinaire. Quand je vous en parle, j'ai acheté le coffret Outrage, est sorti dans une superbe édition Blu-ray coffret avec des photos et des informations. Je l'ai acheté direct. C'est un film de chevet. Et à chaque fois, j'ai du mal quand je vois ce plan sur cette gamine qui s'avance. Elle est en larmes. Voilà, quand on est père d'une gamine, ça vous fait encore 2 fois plus peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends tout ce qui se passe, Judith Godrèche, tout ça, je suis très content parce que j'ai 59 ans. Si je vis encore quelques années, tant mieux. Mais je laisse ma fille qui aura 25 ou 30 ou 35 ans, peu importe, et mes sœurs et mes nièces, et je veux que leurs paroles en tant que femmes, quand elles disent « lui, il a fait ça », on ne dit plus « mais non, t'as rêvé ». Non, c'est pris en considération. Parce qu'il n'y a aucune femme que ça amuse d'aller dans un commissariat pour dénoncer un mec pour un truc qu'il n'a pas fait. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Voilà. Ouais, on a évoqué L'Impasse, Les Incorruptibles, et j'aurais bien aimé vous entendre sur Scarface. Quand même. Scénarisé par Oliver Stone. Ouais, je vous raconte. Juste, Abdel, et pour vous prévenir, ça sera la dernière question. Voilà, je suis désolé. Je pense il y avait monsieur dans le fond. Mais pas trop long, parce que là, Amine a été Alors, très Scarface, voilà. Je vous raconte. Je vous raconte Scarface. À une époque, bon, comme vous l'avez vu à ma tête, mais plus jeune, j'avais plus de tignasse. Là, je laisse plus pousser parce que je veux plus voir cette tête. Mais bon, j'avais vraiment la tête du arbitre de base, de quartier. Et moi, mon truc, ça a toujours été la blonde type Claire Chazal, la bourgeoise. Et dans le Nord, il y en avait quelques-unes. Mais quand vous voulez sortir avec ces filles-là, elles vous emmènent voir des films, Éric Rohmer, des trucs intello, tout ça. T'avais promis de ne pas parler de Rohmer. Je vais pas insister. Donc vous devez vous taper des films d'auteurs français. Et un jour, je lui dis, écoute chérie, j'aimerais bien qu'on aille voir le Al Pacino. Elle me dit, ah mais j'adore Al Pacino, un après-midi de chien. Je dis, oui mais là... Et donc on est allé voir Scarface. Je rentre dans la salle, qui était une super salle lilloise qui ressemblait à un théâtre. Et tous les Arabes de Roubaix-Tourcoing que je connais étaient là. À l'époque, je me faisais appeler Gino. Parce que les filles dans le Nord ne sortent pas avec les Arabes, les bourgeoises, parce que après, elles ont la dénomination de viande à bougnoul. À cette époque-là. Ouais. Et donc, je me faisais passer pour un rital. J'ai les yeux clairs, ça passait bien, j'ai pas d'accent quand je parle. Mazel tov. Et donc, je rentre dans la salle et il y a tous les voyous arabes que je connais. Et Raouf Raouf
Elle me dit, mais pourquoi il t'appelle Raouf? J'en sais rien. Ça doit être un mot de chez eux. Et à l'époque, on voyait les films en VF. Et on s'installe et ça commence tout de suite. Le flic. Et donc, la balafre, Tony, c'est en bouffant la chatte d'une fille que tu te l'es faite? Elle était habituée à des films d'auteurs français. Là, elle s'en prend, mais plein sa gueule. Au niveau vulgaire. Et elle arrêtait pas, elle fait, c'est très vulgaire. Je fais, hey, c'est un voyou, c'est un mec qui descend d'un bateau cubain, communiste en plus. Elle fait, oui, mais quand même. Et donc, tout le film comme ça. Le film se termine. Et bien sûr, comme je m'étais mis un peu en retrait de mes cousins, avec elle, les mecs sortent, ils font, ça va Raouf, ça va? Je fais, ouais. Il fait, t'as vu Meskin? Je fais, Meskin. Meskin, ça veut dire malheureux en arabe. Il me dit, t'as vu Meskin? Ils l'ont tué. Je fais quoi? T'as cru qu'il allait finir centenaire et toucher ses points en retraite? T'es malade ou quoi? T'as vu ce qu'il a fait ou quoi pendant tout le film? Le mec, dès le départ, on comprend que le mec va mourir. C'est forcé qu'il meure. Et aujourd'hui, dans les quartiers, quand je discute, j'explique. Moi, je suis pas très Tony Montana. Je vous explique pourquoi. D'abord, c'est quand même un mec qui règle ses problèmes en assassinant des gens froidement. Son truc sympa, on en parlait avec monsieur tout à l'heure, c'est qu'il ne tue pas d'enfants. Ça, c'est son côté monsieur plus, c'est tout. Pour le reste, vous avez vu comment il parle à sa femme? Regarde-moi celle-là, sa matrice, elle est tellement polluée que je peux même pas lui faire un bébé. Waouh! D'où ça sort cette putain de réplique? C'est extraordinaire. Et donc, il parle à sa femme et à un moment, il veut la gripper dans le restaurant, il se lève, c'est un restaurant super chic. Il a même pas décidé de s'embourgeoiser, ne fût-ce que sur le plan du comportement. Au moins là-dessus, il continue à se conduire comme le bouffon qui est descendu du bateau éjecté de Cuba. Et le pire, c'est qu'il veut baiser sa sœur. Il y a une scène, je vais vous expliquer, c'est des codes qu'on trouve que chez les latinos et chez les arabes, c'est tous les gens de la Méditerranée, c'est des codes masculins. Quand vous attrapez une femme, par exemple, votre sœur, vous engueulez votre sœur parce qu'elle est dans une boîte de nuit, c'est la fameuse scène dans Scarface. Qu'est-ce qu'il fait à un moment? C'est très intéressant. Et ça, c'est là qu'on voit qu'on a affaire à des Italo-Américains, donc des Méditerranéens. Sa sœur, moi par exemple, si j'avais une emprise sur ma sœur ou j'étais du genre à vouloir contrôler la vie de mes sœurs, n'importe quoi, et je l'attraperais comme ça, je dirais tu te barres tout de suite, ou je l'attraperais par sa tignasse. Non, pour bien faire comprendre, et c'est là les trucs de mise en scène, de subtilité de comportement, il lui fait ça, il la tient comme ça, il fait qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez le geste? Il pose ses mains sur le visage de sa sœur, au niveau de la bouche. Et la façon dont la scène est tournée, on sent que le mec, il est dans un délire incestueux. Et le message est envoyé selon la règle des trois. La première fois, avec sa mère. Quand à un moment, il parle à sa mère, il vient voir sa mère, il pose de l'argent sur la table, elle le refuse, et il regarde sa sœur. Si vous regardez bien la comédienne qui joue la mère, et ça c'est une direction de la part du metteur en scène, elle n'aime pas le regard que son fils pose sur sa sœur. Parce qu'elle sait. Parce que les femmes sentent ce genre de truc malsain. Et après, quand on peut croire que c'est un truc de macho, quand son pote Mani fait un commentaire en disant qu'elle est belle, on peut, là, ça passe. Mais la deuxième fois dans la boîte de nuit, avec la main qui tient comme ça, tu vas comme ça, en donnant une forme à la bouche qui est quand même... voilà. Et la troisième fois, c'est quand elle vient, et là, elle fait... Tu veux me baiser, Tony? Et lui, il a le pif dans la... Il fait quoi? Qu'est-ce que tu parles? Et après, il se fait massacrer. Donc, chez les Français d'origine maghrébine et les mecs de quartier, Tony Montana est devenu un putain de référent. Je sais pas pourquoi. Pour moi, ça, c'est vicié. Hein. Pour moi, c'est pas normal. Et quand je leur parle de ça, ils me disent « Mais non, t'analyses trop. » Je leur dis « Il veut baiser sa sœur. » Il me dit « Mais pourquoi t'es plus... » Moi, je leur dis « Moi, je suis plus Michael Corleone. » Quand j'ai écrit Un prophète, j'ai pensé à Michael Corleone. Et alors, ils me disent « Mais pourquoi Michael Corleone ?» Alors, j'ai dit « Bah, il a fait 3 films. Hein. Tony, il en a fait qu'un. » Bande de caves.
Bon. Il y avait une dernière question, je crois. Oui. Non, malheureusement. Bon, il n'y en a plus. Bon, donc on va devoir rentrer. Abdel, je ne sais pas quoi te dire. Juste merci. Bah, merci à toi de m'inviter. Je suis content. Samir m'a envoyé un message cette semaine pour me dire ouais, tu réponds toujours présent. Je fais oui, c'est pas à cause de ton audience. C'est parce que je peux parler librement, et en plus Samir est un vrai passionné, quelqu'un d'intelligent, et très peu de journalistes en France le sont. Quand j'ai fait la promo de Braco 4 la dernière, il y avait une journaliste, une femme, qui m'a dit Monsieur Dafri, j'ai un problème avec la scène de viol. Je lui dis pourquoi, madame? Et elle me dit ça m'a mis mal à l'aise. Je lui fais écouter la prochaine scène de viol que je tournerai. On mettra une lumière un peu plus douce, et en arrière-plan, en fond sonore, Strangers in the Night de Frank Sinatra. Je fais on parle d'un viol, madame. Et en fait, j'avais demandé aux réalisateurs, j'interviens jamais avec les réalisateurs, je veux pas les emmerder parce qu'ils ont leur travail. Et j'avais dit à Claude, et j'en ai parlé au réalisateur, et je lui ai donné des indications très très précises. Je lui ai dit, le mec prend la femme flic pour la violer par derrière. Je ne veux pas voir les corps, je ne veux pas voir les seins de cette femme, je veux juste voir la gueule du mec, la caméra est là, je veux voir, on est dans une espèce de semi-obscurité dans un appartement, on voit son visage à lui qui est tordu par le kiff, le surkiff, et elle, on voit son visage à elle, la comédienne est super, c'est une super nana, adorable, et elle est comme ça. Alors il se passe rien, bien entendu, et elle est comme ça. Comme si elle regardait dans le vide. Je fais, là, les gens vont être vraiment mal à l'aise. Et ils vont la regarder, elle, et ils vont comprendre ce qui se passe. Et lui, il est comme ça. L'acteur était super, hein, c'est un inconnu, il est venu, un mec super adorable. Et il était sain dans sa tête parce que c'est la gonzesse, la comédienne qui lui disait « Mais ça va aller !» Je suis pas à l'aise. Je lui fais « C'est toi le violeur ? Putain, mais c'est quoi ça ? Trouvez-moi quelqu'un d'autre. Appelez-moi Émile Louis. » Donc voilà, donc on a... voilà, donc... voilà comment la scène a été tournée, et c'est vrai qu'elle est glauque, on ne voit pas de chair, on voit juste l'expression du visage d'une femme qui est comme ça, qui subit, qui ne peut pas agir, tous les traits de son visage sont comme figés, et l'autre derrière, lui, il est en surkiff. Voilà. Donc, et cette journaliste m'a dit ouais, ça m'a mis mal à l'aise. Hein. Je fais c'est un viol, madame. Bon, allez. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Abdel. Hein. Merci vraiment, à vous. Hein. Merci à toi. C'était savoureux. Merci au public. C'était vraiment très sympathique de terminer sur ça. Merci à tous les invités. Voilà. Et puis j'espère à la prochaine fois, l'année prochaine. Croisons les doigts. Merci beaucoup. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and